Tu n'as envoyé que 60 centimes, a crié mon père devant tout le monde. Sienna envoie 5000 $ par mois. J'ai dit doucement, c'était moi. Maman a répliqué sèchement, arrête de t'attribuer ses mérites. J'ai arrêté les paiements. Le mois suivant, j'ai découvert. Je m'appelle Stéphanie, et j'ai 32 ans. J'ai bâti une carrière réussie dans la finance bien que j'ai grandi dans l'ombre de ma sœur parfaite, Sienna. Je pensais avoir fait la paix avec le fait que mes parents l'aient toujours favorisé jusqu'au mois dernier, lors de notre réunion de famille. Tu n'as envoyé que 60, a crié mon père, me mettant dans l'embarras devant tout le monde. Sienna envoie 5000 $ par mois. C'était moi, ai-je dit doucement. Maman a répliqué sèchement, arrête de t'attribuer ses mérites. Alors, j'ai arrêté les paiements. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous pour suivre mon parcours. Ayant grandi dans une modeste maison de banlieue à Chicago, notre famille de 4 personnes semblait parfaite vue de l'extérieur. Mes parents avaient immigré de Corée quand j'avais à peine 2 ans, déterminés à construire une vie meilleure en Amérique. Papa travaillait 60 heures par semaine à son poste d'ingénieur, tandis que maman gérait une petite entreprise de couture depuis notre sous-sol. C'étaient des parents travailleurs et dévoués qui ont tout sacrifié pour le rêve américain. Et au centre de ce rêve se trouvait ma sœur Sienna, de 3 ans ma cadette. Dès mes plus anciens souvenirs, il y a toujours eu quelque chose de spécial dans la façon dont mes parents traitaient Sienna. Cela a commencé par de petites choses que la plupart des gens considéraient comme une dynamique fraternelle normale. Quand Sienna voulait mes jouets, maman disait, « Stéphanie, partager c'est aimer. Tu es la grande sœur. Tu dois donner l'exemple. » Quand Sienna a cassé mon projet de science la veille de sa remise, papa a expliqué, « Ce n'est qu'une enfant, Stéphanie. Tu aurais dû le garder hors de sa portée. » À l'âge de 7 ans, j'étais habitué à faire passer Sienna en premier. Mes vêtements devenaient automatiquement les siens une fois que j'étais trop grande pour eux. Mais quand maman allait faire les magasins, Sienna avait toujours de nouvelles tenues tandis que je recevais les vêtements d'occasion de nos cousines. « Nous devons économiser pour tes études universitaires, disait maman. Mais d'une manière ou d'une autre, cette logique ne s'appliquait jamais à Sienna. Les anniversaires et les matins de Noël racontaient la même histoire. Pour mon 10e anniversaire, j'ai reçu une collection d'encyclopédies parce qu'elle m'aiderait à l'école, tandis que Sienna a eu le lecteur CD portable que j'avais réclamé toute l'année. Quand je n'ai pas pu cacher ma déception, papa m'a prise à part et m'a dit, « Une fille intelligente comme toi devrait apprécier l'éducation plus que les jouets, Stéphanie. » Le schéma s'est poursuivi dans tous les aspects de notre enfance. On attendait de moi que j'aide à préparer le dîner, que je fasse la vaisselle et que je plie le linge dès l'âge de 11 ans, des tâches pour lesquelles Sienna était encore, trop jeune, même lorsqu'elle a atteint le même âge. J'avais un couvre-feu à 21h pendant tout le collège, tandis que Sienna était autorisée à sortir jusqu'à 22h dès la 6e. Un souvenir particulier me revient nettement. À 13 ans, j'ai remporté la première place à un concours régional de piano après des mois de pratique. Le récital était prévu un samedi après-midi, et j'avais rappelé à plusieurs reprises la date à mes parents. Ce matin-là, Sienna a développé une légère fièvre de 37,8 degrés. Rien de grave, juste un simple rhume. Notre voisine, Madame Peterson, qui avait été comme une grand-mère pour nous, a proposé de rester avec Sienna pendant les 2 heures où mes parents seraient absents. « Nous ne pouvons pas laisser ta sœur quand elle est malade, » a déclaré maman, mettant fin à la discussion. « Tu comprends, n'est-ce pas? La famille passe avant tout. » Ce jour-là, j'ai joué devant un public d'inconnus, acceptant mon certificat d'or avec un sourire de circonstance tout en cherchant dans la foule des visages qui n'étaient pas là. Quand je suis rentré à la maison, Sienna regardait la télévision avec un bâtonnet glacé, sa fièvre apparemment oubliée. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma performance. Lorsque nous sommes entrés au lycée, les différences de traitement sont devenues encore plus prononcées. Je maintenais une moyenne générale de 4.0 tout en participant au conseil des élèves et en faisant du bénévolat à l'hôpital local les week-ends. Mes réussites étaient accueillies par des hochements de tête et de brèves reconnaissances. C'est ce que nous attendons de toi, Stéphanie. Pendant ce temps, Sienna luttait pour maintenir une moyenne de 3.0. Mais son B- en algèbre était célébré parce que, les maths sont si difficiles, et sa participation à la pièce de théâtre de l'école justifiait un dîner spécial en famille au restaurant, même si elle n'avait qu'un rôle mineur. Quand j'ai été accepté dans les 5 universités auxquelles j'avais postulé, y compris 2 écoles de l'Ivy League, papa a simplement dit, « Bien. Maintenant,
nous devons voir pour les bourses d'études parce que nous ne pouvons pas nous permettre les frais de scolarité complets. Un an plus tard, lorsque Sienna a été acceptée dans une seule université d'État, mes parents l'ont emmenée en week-end à New York pour fêter ça. Le plus douloureux, c'est que j'aimais sincèrement ma sœur. Sienna était charmante, créative et drôle. Elle pouvait illuminer une pièce de son rire et avait un talent naturel pour que les gens se sentent spéciaux. Ce n'était pas de sa faute si nos parents l'avaient placée sur un piédestal. Dans les moments calmes où nous n'étions que toutes les deux, nous partagions des secrets et des rêves comme des sœurs devraient le faire. Mais ces moments sont devenus de plus en plus rares au fil des ans. À 17 ans, j'avais appris à trouver la validation en dehors de ma famille. Mes professeurs reconnaissaient mon potentiel, m'offrant mentorat et encouragement. Mes amis proches m'apportaient le soutien émotionnel qui me manquait à la maison. Je faisais du babysitting pour gagner de l'argent supplémentaire, économisant chaque dollar sur un compte secret dont mes parents ignoraient l'existence. Je me préparais à l'indépendance bien avant de quitter la maison. Le schéma était si constant qu'il en devenait prévisible. Si Sienna et moi avions toutes les deux des nouvelles à annoncer au dîner, elle était toujours invitée à parler la première. Si nous avions toutes les deux besoin de quelque chose, ses besoins étaient satisfaits avant les miens. Si nous faisions toutes les deux des erreurs, son pardon venait rapidement, tandis que mon repentir exigeait des preuves approfondies. Je suis devenu la personne fiable, la responsable, celle qui n'avait pas besoin d'attention ou de louanges parce que j'avais appris à fonctionner sans. Mes réussites étaient attendues, mes échecs inacceptables. Pendant ce temps, Sienna s'épanouissait dans la chaleur d'une approbation inconditionnelle, ne développant jamais la résilience qui vient du fait de faire face à de véritables défis ou critiques. C'était la réalité de mon enfance. Pas d'abus dramatique ou de négligence, mais le message silencieux et constant que j'étais en quelque sorte moins digne d'attention, de célébration et de compréhension. C'était la mort par 1000 petites coupures, chacune trop insignifiante pour justifier une plainte, mais qui, collectivement, laissaient des cicatrices qui mettraient des années à guérir. Le jour de mon départ pour l'université fut étonnamment sans histoire. Maman m'a préparé un déjeuner pour les 3 heures de route jusqu'à l'université Northwestern, tandis que papa chargeait mes quelques affaires dans notre berline familiale. Sienna m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Tu vas me manquer », les seuls mots qui m'ont fait monter les larmes aux yeux ce matin-là. Le trajet fut principalement silencieux. Papa a mentionné le prix de l'essence et les prévisions météorologiques. Maman m'a rappelé d'appeler une fois par semaine. Aucun des deux ne m'a demandé ce que je ressentais ou ne m'a offert de réconfort pour cette transition majeure de ma vie. Lorsque nous sommes arrivés à ma résidence universitaire, ils ont aidé à porter mes affaires dans ma chambre, ont rencontré ma colocataire avec des sourires polis, puis ont regardé leur montre. Nous devrions rentrer avant que la circulation ne s'intensifie, a annoncé papa après seulement 45 minutes sur le campus. Maman m'a tendu une petite enveloppe contenant $300, pour les urgences, a-t-elle dit. Puis ils sont partis, me laissant seul dans un nouveau monde qui semblait à la fois terrifiant et libérateur. Ma bourse couvrait 70% de mes frais de scolarité, mais les livres, les fournitures et les frais de subsistance ont rapidement épuisé mes économies. En 2 semaines, j'avais décroché 3 emplois à temps partiel, les quarts du matin au café du campus, les heures de l'après-midi à la bibliothèque et du travail administratif le week-end pour l'école de commerce. Entre les cours et le travail, je dormais en moyenne 5 heures par nuit. Pendant ce temps, mon premier appel à la maison a été dominé par les nouvelles de la robe de bal de fin d'année de Sienna et les projets de la famille de visiter des universités le mois suivant. Nous voulons nous assurer qu'elles finissent dans un endroit spécial, a expliqué maman. Papa prend des jours de congé pour les visites. J'ai ravalé le rappel que personne n'avait pris de congé pour ma recherche d'université. À la place, j'ai posé des questions pratiques sur l'accès à mes informations d'assurance maladie et si je pouvais déduire les frais de manuel restants de leur déclaration de revenus. Aux examens de mi-session, j'avais développé un système efficace. Étudier à la bibliothèque jusqu'à la fermeture. Continuer au centre universitaire ouvert 24 heures sur 24 jusqu'à l'aube. Me doucher au gymnase. Travailler le quart du matin, alimenté par du café gratuit. Assister aux cours. Faire une sieste de 30 minutes entre les cours magistraux. Travailler le quart de l'après-midi. Étudier pendant le dîner. Répéter. Ma colocataire, Jennifer, a commencé à laisser des mots d'encouragement sur mon bureau et à m'apporter occasionnellement de vrais repas quand elle remarquait que je subsistais de barres protéinées et de café du campus. Mes professeurs l'ont remarqué aussi. Le docteur Harrington, mon professeur d'économie, m'a retenu après un cours un jour.
Votre travail est exceptionnel, Stéphanie, mais vous avez l'air épuisée. Est-ce que ça va? Cette simple question pleine de sollicitude a failli me briser. J'ai réussi à garder mon sang-froid en expliquant mon emploi du temps et ma situation financière. Il a écouté attentivement avant de me suggérer un poste d'assistante de recherche mieux payé que mes emplois actuels et qui serait impressionnant sur les candidatures aux études supérieures. Vous avez un vrai talent, a-t-il dit, mais vous devez aussi prendre soin de vous. L'épuisement professionnel est une réalité. Son mentorat a changé ma trajectoire. Le poste de recherche a non seulement amélioré ma situation financière, mais m'a aussi mis en contact avec des professeurs influents et des professionnels de l'industrie. J'ai pu abandonner un de mes autres emplois et dormir occasionnellement 6 heures au lieu de 5. À la maison, Sienna a été acceptée à l'UCLA avec une bourse partielle. Mes parents ont contracté une deuxième hypothèque sur leur maison pour couvrir l'intégralité de ses dépenses, y compris un appartement hors campus parce que la vie en résidence serait trop stressante pour elle. Pendant nos appels hebdomadaires, maman détaillait les virées shopping pour la décoration de la chambre de Sienna et la fête de remise des diplômes spéciales qu'il préparait. « Viendras-tu à la maison pour sa remise des diplômes » a demandé maman. « Je ne peux pas » ai-je répondu. « J'ai des examens cette semaine-là et je ne peux pas les manquer. » La désapprobation était palpable au téléphone. « La famille devrait passer en premier, Stéphanie. Tu choisis toujours d'autres priorités. » Je n'ai pas mentionné que personne n'avait assisté à mon dîner de remise des diplômes du lycée parce que Sienna avait un récital de danse le même soir. Certaines disputes ne valaient pas la peine d'être menées. Au fil des semestres, les appels à la maison sont devenus plus courts et moins fréquents. Je me suis immergé dans la vie du campus, me faisant des amis proches qui appréciaient mon dévouement et mon intelligence. J'ai rejoint le club d'investissement et découvert une passion pour l'analyse financière. J'ai eu quelques rendez-vous mais j'ai gardé les relations occasionnelles, incapable de faire entièrement confiance à quelqu'un avec mes sentiments les plus profonds. Pendant ma 3e année, Sienna a décidé que l'UCLA ne lui convenait pas et a été transférée à NYU pour étudier le merchandising de mode. Cela a nécessité un soutien financier supplémentaire de nos parents, qu'ils ont fourni sans poser de questions. Pendant ce temps, je postulais à de prestigieux stages d'été pour renforcer mon CV et mon potentiel de revenus. Lorsque j'ai décroché un stage chez Goldman Sachs pour l'été, j'ai appelé à la maison pour annoncer la nouvelle. Papa a répondu par un « Allô » distrait, et je pouvais entendre Sienna parler avec animation en arrière-plan. Papa, j'ai eu le stage chez Goldman. Seules 8 personnes de Northwestern ont été sélectionnées. C'est bien, Stéphanie, a-t-il répondu. Je peux te rappeler? Nous aidons Sienna à se préparer pour son entretien avec un magazine de mode. C'est très important. Il n'a jamais rappelé. En dernière année, j'avais plusieurs offres d'emploi de grandes firmes financières. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude avec mention en économie et une mineure en sciences des données. Mes parents ont assisté à ma cérémonie de remise des diplômes, arrivant en retard et partant immédiatement après pour leur vol de retour. Le dîner de célébration a eu lieu dans un restaurant chic près du campus, payé avec mes propres revenus de stage. Maman a passé la majeure partie du repas à me montrer des photos du nouvel appartement de Sienna à New York et à m'expliquer comment il l'aidait à réseauter dans l'industrie de la mode. Elle a un peu de mal avec ses cours, m'a confié maman. Mais son professeur dit qu'elle a une vision créative incroyable. Nous sommes si fiers. Et êtes-vous fiers de moi aussi, ai-je demandé doucement, me surprenant par ma vulnérabilité. Papa a levé les yeux de son steak, sincèrement confus. Bien sûr. Tu as toujours bien réussi scolairement. C'est attendu. Attendu. Pas célébré ou admiré, juste attendu. J'ai accepté un poste chez Morgan Stanley à New York, sans dire à mes parents que l'une des raisons de ce choix était d'être près de Sienna. Malgré tout, ma sœur me manquait et j'espérais que, loin de la dynamique de nos parents, nous pourrions reconstruire notre relation en tant qu'adultes. Le salaire de départ était impressionnant, surtout pour une nouvelle diplômée. J'ai trouvé un petit mais décent appartement à Brooklyn et je me suis jeté dans le travail avec la même intensité que j'avais appliquée à mes études. En 6 mois, je surpassais des collègues ayant des années d'expérience en plus. Ma supérieure directe, Linda, est devenue un autre mentor important, me guidant à travers la politique de bureau et m'encourageant à prendre la parole dans les réunions dominées par des voix masculines. Tu as des instincts incroyables, m'a-t-elle dit. Mais tu dois apprendre à t'attribuer le mérite de tes idées. Je remarque que tu fais souvent le travail et que tu laisses les autres le présenter. Cela doit cesser.
Son observation a touché un point sensible. J'avais été conditionné à croire que mes contributions étaient simplement attendues, pas dignes d'une reconnaissance spéciale. Changer cette mentalité allait s'avérer être l'un de mes plus grands défis. 3 ans après le début de ma carrière chez Morgan Stanley, j'avais déjà reçu 2 promotions. J'étais passé d'analyste junior à analyste senior, puis à associé, bien plus rapidement que le calendrier habituel. Mon salaire de départ de 75 000 $ était passé à 120 000 $, plus des bonus de performance substantiels. J'avais déménagé dans un meilleur appartement à Manhattan et commencé à constituer un portefeuille d'investissement respectable. Ma relation avec ma famille restait distante mais cordiale. Les appels hebdomadaires étaient devenus mensuels. Les visites à la maison n'avaient lieu que pendant les grandes fêtes, et même alors, elles étaient brèves et quelque peu tendues. Sienna et moi nous retrouvions occasionnellement pour déjeuner en ville, mais nos conversations restaient superficielles. Elle parlait de fêtes et de défilés de mode pendant que j'écoutais et payais l'addition. Elle ne me demandait jamais de nouvelles de mon travail ou de ma vie. Puis, lors d'un de nos appels mensuels, maman a mentionné quelque chose d'inquiétant. « Ton père a dû réduire ses heures de travail », a-t-elle dit nonchalamment. Sa tension artérielle a été trop élevée, et le médecin a insisté. « Est-ce qu'il va bien ?» ai-je demandé, immédiatement inquiète. « Il ira bien », m'a assuré maman. Mais avec la baisse de revenus et Sienna qui a de nouveau besoin d'aide pour son loyer, les choses sont un peu justes en ce moment. C'était la première fois que j'entendais parler de problèmes financiers. Je savais que soutenir Sienna à travers de multiples changements d'orientation scolaire et professionnelle avait été coûteux, mais j'avais supposé que mes parents s'en sortaient. Je réalisais maintenant qu'ils avaient peut-être plus de difficultés qu'ils ne le laissaient paraître. Juste comment, ai-je insisté. Êtes-vous en retard sur les factures ? Maman a hésité avant d'admettre, le paiement de l'hypothèque a été en retard le mois dernier, et nous avons dû utiliser des cartes de crédit pour certaines dépenses médicales non couvertes par l'assurance. J'ai pris une décision à ce moment-là. Maman, je veux aider. Je gagne bien ma vie, et je peux envoyer de l'argent chaque mois pour aider aux dépenses. Non, non, a protesté faiblement maman. Tu devrais économiser ton argent. Nous nous en sortirons. Mais j'ai insisté. Et le lendemain, j'ai mis en place un virement mensuel automatique de 2 000 $ sur le compte bancaire de mes parents. Je l'ai marqué comme « anonyme », n'indiquant que « soutien familial » dans les notes de transfert. Je ne voulais pas qu'ils se sentent obligés de me remercier ou, pire, qu'ils s'intéressent soudainement à ma vie à cause de l'argent. L'aide devait être inconditionnelle, tout comme leur soutien à Sienna l'avait toujours été. 6 mois plus tard, après avoir reçu une autre promotion et une augmentation substantielle, j'ai augmenté le montant mensuel à 5 000 $. Les paiements étaient significatifs, même avec mon revenu, représentant environ 30% de mon salaire net. Mais savoir que mes parents étaient plus en sécurité financièrement me procurait une tranquillité d'esprit. Lors d'une brève visite à la maison ce Noël-là, j'ai remarqué des améliorations subtiles dans leur situation de vie. Le réfrigérateur était plus récent. Papa a mentionné avoir entièrement remboursé l'une de leurs cartes de crédit. Maman envisageait de réduire son travail de couture pour se concentrer sur sa santé. Il semblait moins stressé, et cela valait le sacrifice. Ce soir-là, au dîner, papa a levé son verre pour porter un toast. « Nous avons été bénis cette année », a-t-il dit solennellement. « Surtout grâce à votre sœur. » J'ai regardé Sienna, confuse. « Si nous envoie de l'argent tous les mois », a expliqué fièrement maman. 5 000 $. Peux-tu croire à quel point elle a réussi ? Elle dit que son entreprise de conseil en mode décolle vraiment. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Sienna a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a rapidement détourné les yeux, une rougeur envahissant ses joues. C'est incroyable, ai-je réussi à dire. Je n'en avais aucune idée. Elle insiste pour que cela reste anonyme dans les virements bancaires, a ajouté papa. Si humble, notre Sienna, ne voulant jamais de reconnaissance. L'ironie était presque trop forte à supporter. Sienna s'attribuait le mérite de mon soutien financier alors que, d'après ses publications occasionnelles sur les réseaux sociaux et nos rares déjeuners, elle avait en fait du mal à trouver un emploi stable dans l'industrie de la mode. Son profil LinkedIn la décrivait comme « consultante en mode indépendante », mais je ne l'avais jamais entendu mentionner de vrais clients. Plus tard dans la nuit, j'ai confronté Sienna dans la cuisine pendant que nos parents dormaient. « Tu leur as dit que c'était toi qui envoyais l'argent ?» J'ai gardé la voix basse mais je ne pouvais cacher ma colère. Sienna a au moins eu la décence d'avoir l'air honteuse.
Je ne leur ai pas dit directement, a-t-elle murmuré. Ils ont supposé que c'était moi parce que les transferts étaient anonymes, et je ne les ai tout simplement pas corrigés. Pourquoi ferais-tu ça? Cet argent vient de mon dur labeur. Je l'envoie parce que je tiens à eux, pas pour la reconnaissance, mais c'est quand même mon sacrifice. Les larmes ont rempli ses yeux. Tu ne comprends pas ce que c'est, Stéphanie. Tu as toujours été l'intelligente, celle qui réussit. Maman et papa parlent de ton travail à Wall Street comme si tu étais un génie de la finance. Je n'ai rien à montrer. Quand ils ont supposé que l'argent venait de moi, pour une fois, ils m'ont regardé avec une vraie fierté. Pas seulement parce que je suis leur bébé, mais parce que j'avais accompli quelque chose. Son explication m'a laissé sans voix. Dans son esprit, j'étais l'enfant préféré. L'étalon d'or qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Nos perceptions de notre dynamique familiale étaient complètement opposées. Sienna, ce n'est pas vrai. Ils t'ont toujours préféré, toujours trouvé des excuses pour toi, toujours célébré alors qu'ils attendaient la perfection de moi. Elle a secoué la tête obstinément. Ce n'est pas comme ça que je le ressens. Nous ne sommes parvenus à aucune résolution cette nuit-là. Je suis retourné à New York, partagé et blessé, mais toujours peu disposé à exposer le mensonge de Sienna. Malgré tout, c'était ma famille, et je ne voulais pas endommager davantage leur relation. L'argent aidait mes parents, et c'était mon objectif initial. Est-ce que cela importait vraiment qui en recevait le crédit? J'ai donc continué les virements mensuels, me disant que le soutien familial transcendait la reconnaissance. Chaque fois que je traitais le paiement, je ressentais un mélange de ressentiment et de résignation. Ce schéma a continué pendant près de 4 ans, au cours desquels ma carrière a continué de prospérer tandis que, d'après le peu que je savais, Sienna passait d'emploi temporaire à des projets créatifs qui ne se sont jamais vraiment concrétisés en un emploi stable. Pendant ces années, je me suis plongé encore plus intensément dans mon travail. Je sortais rarement, prenais rarement des vacances et nouais peu d'amitiés proches en dehors des relations professionnelles. Mon appartement était magnifiquement meublé mais voyait rarement de visiteurs. Ma vie était une réussite selon les critères externes mais de plus en plus vide sur les plans qui comptaient le plus. Chaque appel familial apportait des nouvelles de la façon dont Sienna restait le centre du monde de mes parents. Ils se rendaient à New York pour voir ses installations de mode mais ne me contactaient jamais lors de ses visites. Il se souvenait de son anniversaire avec des cadeaux élaborés tout en m'envoyant des cartes cadeaux génériques. Et il continuait de louer sa générosité à les soutenir financièrement, sans jamais connaître la vérité. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que j'avais fait la paix avec mon rôle dans la famille. Je me disais que j'étais au-dessus du besoin de leur approbation ou de leur reconnaissance. Je me mentais à moi-même. Le mois dernier a marqué le 35e anniversaire de mariage de mes parents. Maman préparait une grande célébration depuis près d'1 an, invitant des parents de tout le pays et même quelques-uns de Corée. L'événement devait se tenir dans une salle louée près de leur maison à Chicago, et tout le monde était censé y assister. Aucune excuse acceptée. J'ai pris des jours de congé, réservé un vol et une chambre d'hôtel, sachant que rester dans ma maison d'enfance pendant 3 jours serait trop épuisant émotionnellement. Sienna m'a appelé la semaine précédente, inhabituellement animée. « Tu es excité pour la fête d'anniversaire ? Maman rend tout le monde fou avec les préparatifs. J'ai aidé à choisir les décorations. Ça va être incroyable. » Ça a l'air super, ai-je répondu, essayant d'égaler son enthousiasme. Ont-ils besoin d'aide pour autre chose? Je pourrais contribuer aux frais de traiteur. Pas besoin, a dit rapidement Sienna. Je me suis occupé de tout ça, tu sais, avec mon soutien mensuel. J'ai juste détourné une partie de l'argent pour payer la fête à la place. La manière désinvolte dont elle s'attribuait le mérite de mon argent me piquait encore, mais je m'y étais habitué. C'est attentionné de ta part, ai-je dit d'un ton plat. Le jour de la fête est arrivé avec un temps parfait de début d'été. Je portais une robe de cocktail bleu marine, professionnelle mais élégante, mon armure pour les réunions de famille. Quand je suis arrivé sur les lieux, la célébration battait déjà son plein. Au moins 60 personnes remplissaient la salle décorée, dont de nombreux visages que je reconnaissais à peine de mon enfance. Maman m'a repéré la première, agitant la main avec enthousiasme de l'autre côté de la pièce où elle se tenait avec un groupe de tantes. Son visage semblait plus jeune, d'une certaine manière, plus heureux que dans mes souvenirs. La sécurité financière des dernières années avait clairement réduit son niveau de stress. « Stéphanie, tu es venue. » Elle m'a brièvement étreinte avant de se tourner vers ses sœurs.
Voici ma fille aînée, la banquière d'affaires à New York. Gestionnaire d'actifs, ai-je corrigé automatiquement, bien que personne ne semble avoir remarqué la différence. Une fille si intelligente, toujours douée avec les chiffres, a commenté une tante. Et toujours célibataire? Une femme de carrière. La façon dont elle a dit « femme de carrière » donnait l'impression que c'était un lot de consolation. Avant que je puisse répondre, maman redirigeait déjà la conversation. Avez-vous vu le diaporama de photos que Sienna a créé? Elle a rassemblé des photos de tout notre mariage. Si créative, cette fille. Je me suis excusé pour aller trouver papa, qui tenait la cour près du bar, racontant des histoires animées à un groupe de ses anciens collègues. Il s'est arrêté quand il m'a vu, m'offrant une rapide accolade de côté. Stéphanie, content de te voir. Tu viens d'arriver? La fête a commencé il y a 2 heures. Mon vol a atterri à 15 heures, papa. Je suis venu directement de l'aéroport. Je n'ai pas mentionné que l'invitation indiquait clairement un début à 18 heures. Eh bien, tu es là maintenant. Prends-toi un verre. Nous allons bientôt porter les toasts. Tout au long de la soirée, j'ai dérivé entre les conversations, toujours en périphérie. Les parents posaient des questions superficielles sur mon travail sans attendre de vraies réponses. Plusieurs ont commenté que j'avais toujours été là, sérieuse, tandis que Sienna était l'âme de la fête. J'ai gardé un sourire agréable et des réponses brèves et positives. Le programme officiel a commencé par une série de toasts à mes parents. Divers membres de la famille ont partagé des souvenirs et des félicitations. Sienna a prononcé un discours larmoyant sur l'exemple aimant de nos parents, qui a reçu des applaudissements enthousiastes. Quand ce fut mon tour, j'ai parlé de leur éthique de travail et de leur détermination, des qualités que j'avais sincèrement admirées et imitées. La réponse fut polie mais modérée. Après les toasts, les cadeaux ont été présentés. La plupart étaient symboliques ou sentimentaux, des albums photos, des poèmes encadrés, des objets artisanaux. J'avais envoyé un grand arrangement floral ce matin-là et apporté une carte avec moi contenant un chèque de $60, un montant symbolique pour la chance plutôt qu'un cadeau principal. Je prévoyais de discuter de la création d'un fonds de vacances pour eux en privé, loin de la remise de cadeaux publics. Quand papa a ouvert ma carte, son expression a changé. Il a regardé le chèque, puis moi, la confusion se transformant en déception puis en colère. « Tu n'as envoyé que 60 » a-t-il crié, lisant mal le montant dans son agitation et me mettant dans l'embarras devant tout le monde rassemblé autour de la table des cadeaux. Sienna envoie $5000 par mois. Un silence horrifié s'est abattu sur la zone immédiate. J'ai senti le sang me monter au visage alors que des dizaines d'yeux se tournaient vers moi. C'était moi, ai-je dit doucement, les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Maman s'est avancée rapidement, le visage crispé par l'agacement. Arrête de t'attribuer ces mérites, a-t-elle lancé sèchement. Pourquoi dois-tu toujours être en compétition avec ta sœur? Des murmures se sont répandus dans la foule. Un oncle m'a tapoté l'épaule maladroitement. Pas besoin d'être jalouse du succès de ta sœur, Stéphanie. Tu as ton travail, et elle a sa créativité. Je suis resté figé, l'humiliation m'envahissant par vagues. Sienna était introuvable, ayant opportunément disparu lorsque la conversation s'est tournée vers l'argent. Mon père fixait toujours le chèque comme s'il s'agissait d'une insulte personnelle plutôt que d'un jeton accompagnant mes vrais cadeaux. J'ai besoin d'air, ai-je réussi à dire, me détournant des regards accusateurs et des commentaires chuchotés. Dehors, sur le parking, j'ai aspiré l'air chaud du soir, retenant des larmes qui menaçaient de ruiner mon maquillage soigneusement appliqué. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jennifer, mon ancienne colocataire d'université et l'une des rares personnes à me connaître vraiment. Comment se passe le cirque familial, avait-elle écrit. J'ai répondu, il pense que j'ai envoyé 60 centimes au lieu de dollars comme cadeau tout en croyant que Sienna les soutient depuis des années avec mon argent. Je ne peux plus continuer comme ça. La réponse de Jennifer fut immédiate. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé. Qu'est-ce que tu vas faire? Un calme étrange s'est installé en moi alors que je prenais ma décision. Je vais arrêter les paiements. Tous. J'ai ouvert mon application bancaire là, sur le parking, et j'ai annulé le virement automatique prévu pour le 1er du mois suivant. 4 ans et plus de $200 000 plus tard, je coupais enfin le cordon financier. Le soulagement fut immédiat et surprenant. Je ne suis pas retourné à la fête. Au lieu de cela, j'ai appelé un VTC pour me ramener à mon hôtel,
j'ai envoyé un bref message à Sienna expliquant que j'avais une migraine, et j'ai commandé le service en chambre. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années, comme si un poids avait été physiquement soulevé de ma poitrine. Le lendemain matin, j'ai changé mon vol pour rentrer à New York immédiatement. Personne n'a appelé pour prendre de mes nouvelles ou demander pourquoi j'avais disparu de la célébration. Personne n'a remarqué que j'avais quitté la ville. J'étais invisible pour ma famille, sauf quand on me critiquait ou me comparait défavorablement à Sienna. Dans l'avion du retour, j'ai pris une autre décision. J'attendrai de voir ce qui se passerait quand l'argent cesserait d'arriver. J'attendrai qu'il vienne à moi. Exactement 32 jours après la fête d'anniversaire, mon téléphone a sonné avec le numéro de la maison de mes parents. C'était la première fois qu'il prenait contact depuis que j'avais quitté Chicago. Je l'ai laissé sonner plusieurs fois, mon doigt planant sur le bouton de refus avant de finalement répondre. « Bonjour, Stéphanie. » La voix de mon père semblait tendue. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien, papa. »« Comment allez-vous, toi et maman ?» J'ai gardé un ton neutre, presque professionnel. « Nous sommes inquiets. » Il s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Il semble y avoir un problème avec le virement mensuel de Sienna. Il n'est pas arrivé le premier comme d'habitude. Donc, il croyait toujours que l'argent venait de Sienna. Malgré tout, cette supposition me blessait. C'est étrange, ai-je répondu, la voix stable. Avez-vous demandé à Sienna? Oui, mais elle a dit qu'il devait y avoir une erreur bancaire. Elle a dit qu'elle allait vérifier, mais ça fait 2 semaines maintenant, et nous sommes. Eh bien, nous avons des dépenses qui comptaient sur cet argent. J'ai fermé les yeux, rassemblant ma résolution. Papa, je dois te dire quelque chose d'important. Ces virements mensuels n'ont jamais été de Sienna. Ils venaient de moi. Je vous envoie 5000 $ chaque mois depuis 4 ans. Un silence a rempli la ligne, puis un rire court et mal à l'aise. Ce n'est pas drôle, Stéphanie. Pourquoi dirais-tu une chose pareille sur ta sœur? Ce n'est pas une blague. Je peux le prouver. J'ai les relevés de chaque virement de mon compte au vôtre depuis août il y a 4 ans. À l'origine 2000 $ par mois, puis augmenté à 5000 $ après ma promotion. C'est ridicule. La voix de papa s'est durcie. Es-tu si jalouse du succès de ta sœur que tu inventerais des histoires pour la discréditer? J'attendais mieux de toi. Son rejet immédiat de ma vérité était exactement ce que j'avais craint et précisément pourquoi je n'avais jamais corrigé leurs suppositions des années auparavant. Mais j'en avais assez d'être invisible. Vérifiez vos relevés bancaires, papa. Les virements proviennent du compte numéro se terminant par 4736. C'est mon compte chèque personnel. Je peux vous envoyer tous les reçus de confirmation par courriel si vous avez besoin de preuves. Je n'ai pas besoin de vérifier quoi que ce soit, a-t-il insisté, mais sa voix avait perdu un peu de sa conviction. Sienna nous a parlé de son entreprise de conseil en mode. Elle a des clients importants. Alors pourquoi son profil LinkedIn indique-t-il toujours qu'elle est en recherche d'emploi? Pourquoi me demande-t-elle constamment des prêts qu'elle ne rembourse jamais? Pourquoi a-t-elle déménagé dans un appartement moins cher le mois dernier? Les questions jaillissaient, des années d'observation que j'avais gardées pour moi. Papa n'a pas eu de réponse immédiate. Je pouvais entendre maman en arrière-plan demander ce qui n'allait pas. Je vous envoie la preuve tout de suite, ai-je dit, ouvrant mes courriels sur mon ordinateur portable. Tous les reçus de virement, les relevés bancaires, tout. Je n'ai jamais rien dit avant parce que je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais juste aider. Mais je ne peux pas laisser ce mensonge continuer, surtout après ce qui s'est passé à votre fête d'anniversaire. J'ai rapidement composé le courriel, joignant des PDF de 4 ans de transactions bancaires, montrant toutes clairement des virements de mon compte au leur. J'ai également inclus des captures d'écran de la confirmation d'annulation lorsque j'avais arrêté les paiements automatiques. Vérifiez vos courriels dans 5 minutes, lui ai-je dit, et rappelez-moi si vous voulez parler. Mais seulement si vous êtes prêt à entendre la vérité. J'ai mis fin à l'appel et j'ai attendu. 20 minutes ont passé, puis 30. Mon téléphone est resté silencieux. 1 heure plus tard, j'ai reçu une notification indiquant que mon courriel avait été ouvert, mais toujours pas d'appel. Finalement, vers 21 h ce soir-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur, a-t-elle exigé sans préambule. Elle nous a tout raconté. Comment tu as toujours été jalouse d'elle.
Comment tu essayais de la faire passer pour une mauvaise personne parce qu'elle avait enfin trouvé le succès? Mon cœur s'est serré. Maman, as-tu vraiment regardé les documents que j'ai envoyés? La preuve est là. Les documents peuvent être manipulés, a-t-elle balayé. Nous connaissons notre fille. Sienna ne nous mentirait jamais. L'ironie était presque risible. Maman, s'il te plaît, regarde juste tes propres relevés bancaires. Appelle la banque si tu ne me crois pas. Demande-leur qui a fait ces virements. Nous n'avons pas besoin d'impliquer des étrangers dans les affaires de famille, a-t-elle dit sèchement. Sienna a expliqué qu'elle faisait transiter l'argent par ton compte pour des raisons fiscales. C'est pourquoi ton nom pourrait être sur certains papiers. Le mensonge élaboré m'a coupé le souffle. Sienna avait rapidement réfléchi pour se protéger, inventant un arrangement financier que mes parents, peu avertis en finance, pourraient croire. Ce n'est pas comme ça que les impôts fonctionnent, maman. Ce serait de la fraude fiscale. Et je ne participerai jamais à quelque chose comme ça. Je suis une professionnelle de la finance agréée. Je pourrais perdre ma carrière. Il y a eu une légère hésitation avant qu'elle ne réponde. Eh bien, Sienna a dit que tu avais accepté de l'aider. Elle a dit que tu essayais enfin d'être une sœur solidaire. Appelle la banque, ai-je répété fermement. Appelle-les simplement et demande. C'est tout ce que je dis. La conversation s'est terminée peu de temps après, sans résolution et sans reconnaissance de ma vérité. J'ai passé cette nuit à alterner entre la colère et le chagrin, me demandant s'il restait une relation à sauver avec ma famille. 3 jours plus tard, mon père a de nouveau appelé. Sa voix était différente cette fois, sobre. Nous avons contacté la banque, a-t-il dit sans saluer. Ils ont confirmé que les virements provenaient de ton compte personnel. Pas celui de Sienna, pas un compte joint. Le tien. Oui, ai-je simplement dit. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était toi pendant tout ce temps? J'ai pris une profonde inspiration. M'auriez-vous cru? Vous ne m'avez pas cru il y a 3 jours avec toutes les preuves sous vos yeux. Il n'avait pas de réponse à cela. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a-t-il poursuivi après une longue pause. Nous avons de nouveau parlé à Sienna, essayé de comprendre pourquoi elle s'attribuerait le mérite de ta générosité. Elle s'est effondrée et a avoué certaines choses. Elle est sans emploi depuis près de 8 mois. L'entreprise de mode n'a jamais existé. Elle a d'importantes dettes de cartes de crédit et a emprunté de l'argent à des amis pour maintenir les apparences. L'aveu ne m'a pas surprise, mais le fait que mes parents aient enfin vu clair dans le jeu de Sienna m'a surprise. Je suis désolé, ai-je dit, sans être tout à fait sûr de ce pourquoi je m'excusais. Non. La voix de papa s'est légèrement brisée. C'est nous qui devrions être désolés. Nous avons cru ce que nous voulions croire, et nous n'avons pas été justes avec toi. Ni maintenant, et peut-être. Peut-être jamais. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que j'ai jamais reçue de mon père. Je ne savais pas comment répondre, alors je suis restée silencieuse. L'argent, a-t-il dit avec hésitation. Nous en sommes devenus dépendants. Ta mère a complètement arrêté son activité de couture à cause de son arthrite. Mes heures de travail réduites. Nous ne pouvons pas nous permettre le paiement de l'hypothèque sans ce soutien mensuel. Et voilà. Après toutes les révélations, après les débuts de reconnaissance, tout se résumait encore à l'argent. Je ne vais pas reprendre les paiements, papa, ai-je dit fermement. Pas tant que nous n'aurons pas résolu les vrais problèmes dans notre famille. Pas tant que nous ne nous serons pas tous assis ensemble pour avoir une conversation honnête sur le passé et l'avenir. À ma grande surprise, il a accepté. Peux-tu venir à Chicago le week-end prochain? Nous devons parler. Nous tous. Face à face. Cette conversation allait tout changer. Je suis arrivé à Chicago le vendredi soir suivant, séjournant cette fois chez mes parents plutôt qu'à l'hôtel. L'atmosphère était tendue et gênante alors que maman préparait le dîner, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Papa s'est retiré dans son bureau, n'en sortant que lorsqu'on l'a appelé pour le repas. Sienna est arrivée en retard, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Nous avons mangé dans un silence inconfortable. Les seuls sons étaient le cliquetis des couverts contre les assiettes et les demandes occasionnelles de passer le sel. Finalement, lorsque nous avons terminé et que maman a commencé à débarrasser la table, j'ai pris la parole. Nous devons parler. C'est pour ça que je suis là. Ne prétendons pas que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Papa a hoché la tête d'un air sombre.
Salon. 5 minutes. Nous nous sommes réunis dans le salon formel, celui réservé aux invités et aux occasions spéciales. Je me suis assise dans un fauteuil tandis que mes parents prenaient le canapé. Sienna s'est perchée sur le bord d'un pouf, semblant prête à s'enfuir à tout moment. Je pense que nous devrions d'abord aborder le problème immédiat, ai-je commencé. Sienna s'est attribué le mérite d'un soutien financier que je fournis depuis 4 ans. Je veux comprendre pourquoi. Tous les yeux se sont tournés vers ma sœur, qui fixait ses mains jointes sur ses genoux. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle dit doucement. La première fois, quand maman et papa ont reçu le virement anonyme, ils ont supposé que ça venait de moi. J'avais mentionné vouloir les aider financièrement une fois que je serais établi. Ils étaient si fiers, si heureux. Pour une fois, ils m'ont regardé de la même manière qu'ils te regardaient toujours. Que veux-tu dire par la manière dont ils me regardaient, ai-je demandé, sincèrement confuse. Sienna a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. Avec respect. Avec admiration. Comme si j'avais enfin fait quelque chose de valable. Maman a émis un petit son de protestation, mais papa a posé une main sur son bras, la faisant taire. J'avais l'intention de leur dire la vérité, a poursuivi Sienna. Mais le mois suivant, un autre virement est arrivé, et ils étaient tellement excités par mon prétendu succès. C'est devenu de plus en plus difficile d'admettre le mensonge. Et puis j'ai commencé à y croire moi-même. Comme si, peut-être, si je faisais semblant de réussir assez longtemps, ça deviendrait réel. Mais ça n'est jamais arrivé, ai-je dit doucement. Non. Tout ce que j'ai essayé a échoué. Chaque travail, chaque projet créatif, chaque relation. Pendant ce temps, tu prospérais, gagnant plus d'argent que je ne pouvais l'imaginer, construisant cette vie parfaite à New York. Ma vie n'est pas parfaite, Sienna. Loin de là. Au moins, tu as des réussites, a-t-elle lâché. Au moins, tu sais qui tu es et ce pourquoi tu es doué. J'ai passé toute ma vie à être la marrante, la créative, la petite dernière de la famille. Mais quand il s'agit de réalisations concrètes, je n'ai rien. Sa franchise brutale a réduit la pièce au silence. J'ai regardé mes parents, observant leur réaction. Maman pleurait silencieusement tandis que papa regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Je pense, ai-je dit prudemment, que cela va bien plus loin que l'argent. Il s'agit de la façon dont nous avons été élevés, des rôles qui nous ont été assignés dans cette famille, et des attentes placées sur chacune de nous. Je me suis tourné vers mes parents. Toute mon enfance, j'ai eu l'impression d'être moins importante que Sienna. Chaque sacrifice était attendu de moi parce que j'étais la sœur aînée. Chaque réussite était minimisée parce que c'était juste ce que vous attendiez. Pendant ce temps, Sienna était célébrée pour les plus petites réalisations, pardonnée pour chaque erreur, et recevait un soutien que je n'ai jamais eu. Maman a commencé à secouer la tête en signe de déni, mais papa l'a de nouveau arrêté. Laisse-la parler, a-t-il dit doucement. Nous avons besoin d'entendre ça. Alors, j'ai parlé. Je leur ai parlé du récital de piano qu'ils avaient manqué. Des anniversaires qui ressemblaient à des obligations plutôt qu'à des célébrations. Du message constant que mes besoins passaient en second. J'ai décrit la solitude de l'université sans leur soutien, la blessure des remises de diplôme où l'avenir de Sienna dominait la conversation, les années à me sentir invisible sauf quand j'étais utile. Quand j'ai terminé, le silence était assourdissant. Puis, à ma grande surprise, papa a parlé. Tu as raison, a-t-il dit simplement. Nous t'avons fait défaut, Stéphanie. Pas parce que nous ne t'aimions pas, mais parce que nous t'avons prise pour acquise. Tu as toujours été si capable, si indépendante. Sienna semblait avoir plus besoin de nous, alors nous lui avons accordé plus d'attention. Nous n'avons jamais considéré que tu avais besoin de nous aussi, juste de manière différente. Sa reconnaissance a brisé quelque chose en moi. Des larmes que j'avais retenues pendant des décennies ont finalement coulé librement. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que vous soyez fiers de moi, ai-je murmuré. Pas parce que j'étais utile ou réussi ou responsable, mais juste parce que j'étais votre fille, moi aussi. Maman s'est déplacée du canapé pour s'agenouiller à côté de ma chaise, prenant mes mains dans les siennes. Nous avons eu tort, a-t-elle admis, la voix brisée. Tellement tort. Tu méritais mieux de notre part. Vous méritiez toutes les deux mieux. Elle a regardé entre Sienna et moi. Nous pensions faire de notre mieux, mais nous avons créé cette compétition entre vous.
Nous avons fait en sorte que Stéphanie se sente mal aimée et que Sienna se sente inadéquate. Quel genre de parents cela fait-il de nous? Des parents humains, ai-je dit en lui serrant les mains. Imparfaits, comme nous tous. La conversation s'est poursuivie tard dans la nuit. Sienna a admis son envie de ma réussite scolaire et de ma stabilité financière. J'ai confessé ma jalousie de sa créativité et de l'amour inconditionnel qu'elle semblait recevoir. Nos parents ont reconnu leur rôle dans la création et le renforcement de ces dynamiques, souvent inconsciemment. À l'aube, nous étions épuisés mais en quelque sorte plus légers. Rien n'avait été entièrement résolu, mais la vérité avait enfin été dite à voix haute après des décennies de silence. C'était un début. Avant de quitter Chicago ce dimanche-là, j'ai eu une conversation individuelle avec chaque membre de la famille. Avec Sienna, j'ai établi des limites concernant l'argent mais j'ai proposé de l'aider à trouver un conseiller d'orientation professionnelle et éventuellement des stages à New York si elle était sérieuse à l'idée de repartir à zéro. Avec maman, j'ai accepté ses excuses larmoyantes et promis des visites plus fréquentes, mais j'ai aussi précisé que notre relation devait être plus réciproque. Avec papa, j'ai été la plus directe. Je ne reprendrai pas les paiements mensuels, lui ai-je dit fermement. Cela crée une dynamique malsaine, et cela a permis la tromperie de Sienna. Mais je vous aiderai, toi et maman, à créer un budget réaliste et un plan de retraite basé sur vos revenus réels. Et pour les véritables urgences, je serai toujours là. Il a hoché la tête, acceptant mes conditions sans argumenter. Je suis fier de toi, Stéphanie, a-t-il dit, les mots que j'avais tant désiré entendre. Pas à cause de ton argent ou de ton travail, mais à cause de qui tu es, ta force, ton intégrité. J'aurais dû te le dire chaque jour de ta vie. Mieux vaut tard que jamais, ai-je répondu, lui permettant de me prendre dans ses bras pour une vraie étreinte pour ce qui semblait être la première fois. Quant à Sienna, notre conversation a révélé à quel point elle avait besoin de guérir elle aussi. Les schémas établis dans l'enfance l'avaient laissée peu sûre d'elle et dépendante, incapable de forger sa propre identité distincte de celle de l'enfant favorisé. Je ne sais pas qui je suis sans leur approbation, a-t-elle admis. Tu as dû devenir indépendante parce qu'ils t'ont repoussé. Je n'ai jamais appris à le faire parce qu'ils m'ont toujours protégé des conséquences. Alors c'est peut-être ce que tu dois découvrir maintenant, ai-je suggéré. Qui est Sienna quand elle se tient sur ses deux pieds, fait ses propres choix, affronte ses propres défis. Elle a accepté de commencer une thérapie et de prendre un emploi dans la vente au détail pour commencer à régler ses dettes. De petits pas, mais significatifs, vers l'indépendance et l'honnêteté. Aucun de nous ne se faisait d'illusions sur le fait que 4 jours de conversation difficiles pouvaient défaire des décennies de schémas familiaux dysfonctionnels. Mais pour la première fois, j'ai quitté Chicago avec l'espoir que le changement était possible. Pas une résolution parfaite, mais un progrès. Pas une guérison instantanée, mais le début d'une relation plus honnête. 2 ans ont passé depuis ce week-end qui a changé ma vie à Chicago. Tant de choses ont changé, mais certaines restent des chantiers en cours, comme ce sera probablement toujours le cas dans des familles aussi complexes que la nôtre. Ma carrière a continué de prospérer. L'année dernière, j'ai été promu vice-présidente dans mon entreprise, gérant une équipe de 12 analystes et supervisant des portefeuilles valant des milliards de dollars. La promotion s'est accompagnée d'une autre augmentation de salaire substantielle, mais cette fois, j'ai priorisé l'équilibre autant que le succès. J'ai commencé à quitter le bureau avant 19h la plupart des soirs. J'ai commencé à avoir des relations plus sérieuses, rencontrant récemment un architecte gentil et attentionné nommé Gabriel qui comprend ma motivation mais m'encourage à faire de la place pour la joie. Sienna a subi peut-être la transformation la plus spectaculaire. Après 6 mois de thérapie et de travail dans la vente au détail, elle a découvert un véritable talent pour le marchandisage visuel. Elle s'est inscrite à un programme de certificat et travaille maintenant comme assistante marchandiseur visuel pour une chaîne de grands magasins. Le poste convient à ses instincts créatifs mais lui fournit la structure dont elle a besoin. Elle a encore du mal à se comparer à moi, mais moins fréquemment et avec plus de conscience de soi. Elle rembourse régulièrement ses dettes et a récemment emménagé dans son propre studio sans l'aide financière de personne. Mes parents se sont adaptés à leur nouvelle réalité financière. Papa a légèrement augmenté ses heures de travail, et maman a pris quelques clients de couture dont elle apprécie vraiment le travail. Ils ont déménagé dans une maison plus petite, réduisant considérablement leur hypothèque. Je les ai aidés à créer un budget réaliste et à mettre en place des paiements automatiques pour leurs factures. Pour leur anniversaire l'année dernière, je les ai emmenés en week-end dans le Michigan, en me concentrant sur la création de souvenirs plutôt que sur des cadeaux matériels.
Le processus de guérison n'a pas été linéaire. Nous avons eu des revers et des moments difficiles. Papa retombe parfois dans ses vieux schémas de nous comparer ou de rejeter mes sentiments. Maman dorlote encore parfois Sienna par habitude. Les vieilles blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain, et parfois des commentaires innocents les rouvrent de manière inattendue. La différence, c'est que maintenant nous parlons de ces dynamiques ouvertement. Nous les nommons. Nous les abordons. Nous nous excusons lorsque c'est nécessaire et pardonnons lorsque c'est possible. Nous apprenons, lentement et imparfaitement, à être une famille plus saine. Mon propre parcours de guérison a également nécessité une aide professionnelle. Des séances hebdomadaires avec le docteur Larsen, un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux, m'ont aidé à reconnaître à quel point mes expériences d'enfance avaient façonné mes comportements d'adulte. Mes tendances à être une bourreau de travail, ma difficulté à accepter les compliments, ma réticence à demander de l'aide et ma méfiance dans les relations amoureuses découlaient toutes de ces premiers messages selon lesquels ma valeur était liée à mon utilité. Le but n'est pas d'oublier ou de prétendre que le passé n'a pas eu lieu, m'a dit le docteur Larsen. Le but est de comprendre comment il vous a façonné, de prendre ce qui vous sert et de libérer consciemment ce qui ne vous sert pas. Progressivement, j'ai appris à fixer des limites sans culpabilité. Je me suis entraîné à recevoir des compliments sans les détourner. Je me suis permis d'avoir besoin des autres et d'exprimer ce besoin ouvertement. J'ai reconnu que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais du courage. Le changement le plus profond est peut-être venu dans la façon dont je me perçois. Pendant si longtemps, j'avais défini ma valeur par la réussite, la productivité et le succès financier. Si je n'excellais pas, j'échouais. Si je n'étais pas utile, j'étais sans valeur. Me libérer de cette mentalité a été mon plus grand défi et ma victoire la plus significative. Je n'envoie plus de paiement régulier à mes parents, mais je contribue à un fonds d'urgence familial que nous avons créé ensemble. La transparence et des limites claires ont remplacé les transferts secrets et les obligations supposées. Nous discutons des questions financières ouvertement, reconnaissant que l'argent dans notre famille s'était entremêlé avec l'amour, la valeur et le pouvoir de manière malsaine. Sienna et moi nous parlons chaque semaine maintenant, nos conversations étant de plus en plus honnêtes et solidaires. Nous apprenons à être des sœurs sans compétition, à célébrer les forces uniques de l'autre sans comparaison. Le mois dernier, elle a appelé juste pour me dire qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré une situation difficile avec un client que j'avais mentionné précédemment. Cette simple reconnaissance signifiait plus que n'importe quel prix ou promotion. Ma relation avec mes parents a évolué vers quelque chose de plus adulte et égalitaire. Ils retombent encore occasionnellement dans de vieux schémas, mais maintenant je peux le leur faire remarquer gentiment sans colère ni ressentiment. Papa est devenu plus expressif avec sa fierté pour ses deux filles, faisant un effort conscient pour reconnaître nos différents types de succès. Maman appelle régulièrement juste pour discuter, pas seulement quand elle a besoin de quelque chose ou veut parler de Sienna. Ce parcours m'a appris que parfois, il faut briser un schéma pour le guérir. Parfois, il faut rester ferme dans sa vérité, même lorsque ceux que l'on aime résistent à l'entendre. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de participer à une dynamique qui blesse toutes les personnes impliquées. J'ai appris que le pardon ne signifie pas oublier ou prétendre que le mal n'a jamais eu lieu. Cela signifie choisir d'avancer sans laisser les blessures du passé déterminer votre avenir. Cela signifie reconnaître que les gens peuvent changer lorsqu'on leur en donne l'opportunité et la motivation. Plus important encore, j'ai appris que ma valeur n'a jamais dépendu de ce que je pouvais fournir, accomplir ou endurer. Ma valeur était inhérente depuis le début, tout comme celle de Sienna. Nous méritions toutes les deux l'amour, la reconnaissance et le soutien, juste de manière différente que nos parents ont eu du mal à fournir. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si vous avez porté le poids des attentes tout en regardant les autres recevoir la chaleur de l'amour inconditionnel, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Vos sentiments sont valides. Vos besoins comptent. Et il n'est jamais trop tard pour dire votre vérité et créer des limites plus saines. Parfois, il faut perdre quelque chose pour se trouver. Et quand vous vous trouvez, les relations qui comptent retrouveront leur chemin vers vous, non pas sous la forme que vous attendiez, mais sous la forme que vous méritez. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment cela a-t-il changé votre relation? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon parcours, et souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous donnez mais par qui vous êtes.